Analyse de marché et stratégie d'investissement, c'est le sujet du quart d'heure qu'on passe ensemble avec Kevin Lenoy à mes côtés en plateau, le directeur des investissements d'Avantgarde Investments. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Bon, c'est l'actualité du jour et c'est vrai que c'est un très bon sujet pour évoquer plein de sujets de marché en ce moment, la parité euro-dollar. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter à l'analyse et aux commentaires qui ont été faits par Juliette Cohen juste avant vous? Relativement peu de choses, c'est très cohérent, ça reste évidemment cohérent avec l'environnement, il va falloir qu'on le prenne en compte, c'est évident, notamment dans notre scénario, sur l'inflation ça va évidemment jouer. Je m'entends parfaitement notamment sur le deuxième cadre, le cadre entre guillemets d'écart de politique monétaire il est assez évident, l'écart de ce que nous on regarde, ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat, il continue de plaider à mon avis à moyen terme pour une hausse de l'euro, ça correspond à la dernière question que vous aviez posée, mais pour aller maintenant sur la conclusion également posée, on va malgré tout nous pour le coup rester très prudent sur l'euro parce que le risque de fragmentation est à mon avis un peu surélevé, j'en suis tout à fait conscient, mais il faut avoir en tête, à mon avis, plutôt d'un point de vue philosophique, que l'euro reste, j'allais dire un petit peu un cabinet de curiosité pour les investisseurs étrangers. Il ne faut pas oublier que quand on regarde une zone dollar, on regarde les États-Unis. On a les données qui sont des données assez homogènes, on a une entité banque centrale qui est définie, on a un gouvernement, etc. Quand on regarde la Chine, c'est la même chose, etc., etc. Quand on regarde aujourd'hui en tant qu'investisseur étranger une zone euro, vous vous retrouvez avec une hétérogénéité extrêmement forte et de nouveaux arrivants qui arrivent. Donc potentiellement, vous complexifiez évidemment l'analyse, d'autant plus dans un moment, ça a été évoqué, de crise énergétique, où les Allemands typiquement sont, j'allais dire, en assez grand inconfort vis-à-vis de cela. Le tout mixé fait qu'aujourd'hui, on a une vraie prudence vis-à-vis de l'euro. On n'a pas de cible en tant que telle sur l'euro-dollar aujourd'hui, mais on ne devient absolument pas aujourd'hui acheteur euro plus qu'on ne l'était. Est-ce que le sujet des devises en général va être un sujet micro alors que commence cette semaine la saison des publications de résultats qui est, alors au-delà de l'euro-dollar et des politiques monétaires, bon, la réunion de la BCE, la réunion de la Fed sont plutôt bien balisés normalement. Donc la vraie nouveauté pour les investisseurs, ça va être les résultats des entreprises. Le Forex va s'inviter dans le discours des managements? Je le crois. C'était déjà le cas d'ailleurs par le passé, en l'occurrence sur tout le T1 qui nous a été publié. C'est déjà le cas, c'était évoqué par les exportateurs. Nos portefeuilles sont très exportateurs en l'occurrence, donc ça évidemment ça nous a porté. Savoir évidemment si ce mouvement s'essouffle ou pas, c'est autre chose. Mais typiquement oui, ça va s'y inviter. Est-ce que ça va prendre une place plus importante que ce que cela n'a été? Je ne crois pas parce que le mouvement est déjà ancré et potentiellement on va quand même espérer entre guillemets que la plus grande partie du mouvement soit faite. Sans encore espérer un retour en force de l'euro, on peut se dire à minima que le mouvement est fait, donc les entreprises l'ont intégré. Bon, prochaine réunion de la BCE la semaine prochaine et celle de la Fed viendra la semaine suivante avec 75 points de base normalement programmés ou en tout cas anticipés quasi à 100% par les investisseurs. Au-delà du Forex, qu'est-ce qu'on attend de cette saison de publication de résultats, Kevin? Alors, il y a toujours le risque de se tromper, mais est-ce qu'on peut dire que ça va être peut-être un moment charnière pour cette année 2022 après le premier semestre qu'on a connu sur les marchés, qu'on a beaucoup décrit? On peut toujours y revenir, mais est-ce que c'est un moment de rendez-vous là qui va être particulièrement important pour les investisseurs? Oui, on va aller plus vite dans la réponse, absolument. Oui, j'ai l'impression que c'est toujours des charnières en ce moment, d'autant plus en effet à l'heure actuelle. Ce qu'il faut avoir en tête, ce qui me paraît intéressant, en tout cas c'est ce que l'on donne comme grille d'analyse à nos clients aujourd'hui, c'est que lorsque l'on regarde finalement la baisse du marché sous les yeux, la question qui nous est posée c'est stop ou encore. Ça c'est la question classique, tout à fait logique. Le point c'est que la baisse aujourd'hui, c'est une baisse de valorisation. On prend aux États-Unis 15 à 30% de baisse des valorisations, ça dépend des secteurs. On va mettre de côté ensemble les secteurs très valorisés qu'on avait mis de côté dans nos portefeuilles évidemment. Mais au-delà de ça, si je peux être un peu trivial entre guillemets, la valorisation ça reste un ratio. Numérateur, dénominateur. Valeur d'entreprise sur EBITDA, prix sur bénéfice, etc., etc. Je ne les fais pas tous, évidemment. La baisse aujourd'hui qu'on a sous les yeux, c'est une baisse du numérateur. C'est une baisse des prix, c'est une baisse des capis, c'est une baisse des valeurs d'entreprise. Donc évidemment, on a corrigé potentiellement un excès, très bien. Aujourd'hui, si on se dit qu'à minima, les valorisations peuvent se stabiliser, il nous semble très difficile de les voir à la hausse dans un univers de hausse de taux. Donc on va dire qu'elles sont à minima stabilisées. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui comme déterminant? Le dénominateur. Et donc le dénominateur, c'est earnings, c'est EBITDA, etc. Et donc aujourd'hui, oui, cette saison des publications, elle est fondamentale. Je vous donne le trait très clair, c'est que si jamais on a une déception aujourd'hui sur les earnings, sur une VE sur EBITDA, par exemple, vous décevez sur l'EBITDA, votre valorisation mécaniquement en spot, elle augmente.
Donc mathématiquement, a priori, si les investisseurs sont cohérents, elle sera immédiatement rabaissée. Donc on a 10-15% de baisse sous les pieds potentiels sur ces valeurs-là. Je ne parle pas évidemment du marché. A contrario, on se retrouve évidemment avec des surprises potentielles. Là, évidemment, vous dégradez votre valorisation en spot et donc potentiellement, on peut estimer avoir un effet de souffle haussier. C'est plutôt ce que l'on va essayer de mettre en place dans nos portefeuilles. Mais il faut avoir en tête que les valos aujourd'hui, certaines en Europe price déjà non pas une récession mais quasiment du 2008. Donc on est quand même sur des excès qui sont des excès sur assez quoi, importants. Sur des secteurs quoi, très cycliques, cyclique, industriel, absolument. Et cyclique plutôt production et non pas consommation. En tout cas, non pas distribution. Mais on a ça en tête, donc évidemment, c'est plus que charnière, j'allais dire. Ça explique également dans nos portefeuilles qu'on aille plutôt non pas vers un refuge entre guillemets en tant que tel, mais on va chercher du défensif ou de la visibilité relative. Je dis bien relative parce qu'en effet, on peut toujours se tromper. Mais le point, il est là, c'est qu'on a un léger mouvement défensif. C'est pas un mouvement low bêta, c'est vraiment un mouvement d'avoir entre guillemets plus de qualité, plus de défensif, quitte à avoir des surprises qui soient non pas exceptionnelles, mais qui soient à minima dans les cordes de ce que l'on attend. Oui, mais plus de défensif dans un contexte où on risque de décevoir sur les earnings, ça veut dire qu'il faut quand même continuer de regarder les segments de marché qui sont les plus décotés aujourd'hui, ou en tout cas ceux qui intègrent déjà, parce que effectivement, tactiquement, si la récession arrive demain, on n'a pas envie d'aller jouer des secteurs fortement exposés au cycle. Dans le même temps, vous le dites, ce sont les secteurs qui intègrent déjà, plus que d'autres, une dégradation importante du cycle. Il faut faire un vrai tri. En effet, on met de côté les cycliques, je m'entends tout à fait là-dessus. On en garde quelques-unes, je ne vais quand même pas faire une généralité. On garde des cycliques qui aujourd'hui ont un pricing power. Certaines se sont quand même très très largement, on va dire, réorganisées sur même les dernières années. On ne va même pas parler de ce qui nous arrive depuis un an. Donc certaines gardent encore la main mise. Mais oui, on va exclure ça. Vouloir dire du défensif, vouloir dire des valos, parler de valorisation aujourd'hui ne veut pas dire on va chercher de la value, justement. Le sujet. Le sujet, c'est de chercher peut-être de la croissance ou de la qualité qui peut coûter cher en absolu vis-à-vis de la value. C'est assez évident, c'est une tautologie, mais qui en réalité a au moins une visibilité. C'est ça qui nous intéresse en réalité. Sur les valorisations de marché, on attaque cette saison de publication de résultats à quel niveau? C'est-à-dire le de-rating du marché, vous l'avez très bien expliqué, les prix ont baissé, les profits restent plutôt élevés, quasiment au plus haut sur le premier trimestre. La valorisation moyenne du marché, elle est revenue quoi? Sur des niveaux de standard historiques? Elle est déjà sur des points bas? Elle est déjà sur des points bas, absolument. En tout cas, on va le prendre en indiciel. En moyenne, si vous voulez bien, absolument. En indiciel, on est plutôt sur des points bas. On est en effet sous l'écart type baissier. Donc, potentiellement intéressant, très bien, mais c'est la première partie qui est la plus intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, on a baisse des valorisations, je ne vais pas faire d'acronyme, baisse de valorisation, mais en même temps, on a encore des attentes bénéficiaires positives, en tout cas qui progressent ou à minima qui sont neutres. Donc ça signifie que potentiellement, on n'a pas, encore une fois, terminé ce chemin baissier, ou en tout cas, on n'a pas terminé ce chemin de valorisation. Qu'est-ce qui a pu changer récemment dans l'évaluation que vous faites de la situation? On parle peut-être plus aujourd'hui des inquiétudes sur les perspectives de croissance que des craintes sur une poursuite de l'inflation, en tout cas sur le rythme qu'on connaît depuis quelques mois. Est-ce que vous constatez également ce phénomène? Et quel type de décision d'investissement est-ce que ça a pu amener pour le compte de vos clients chez Avant-Garde, Kevin? Le point de décision, enfin en tout cas le scénario qu'on fixe, il est toujours basé sur deux éléments que vous avez cités, inflation, croissance. Sur l'inflation, en effet, on a une légère stabilisation. En tout cas, on semble pouvoir pointer vers la stabilisation et il nous semble qu'un régime d'inflation haute, mais qui, entre guillemets, dans les prochains mois, pourrait décroître sur des niveaux 2 à 3 points inférieurs, peut se rencontrer. Donc j'allais dire en effet que le sujet, non pas est traité, très loin de là, mais aujourd'hui, ce qui nous a importé finalement dans notre décision d'investissement, c'est aussi les éléments de croissance en réalité. On a une crainte aujourd'hui assez forte sur la croissance, notamment sur la récession, pas sur, j'allais dire, son existence. C'est plus le moment et l'ampleur qui nous inquiète, évidemment. Le point, aujourd'hui, typiquement face à cela, c'est comment est-ce que nos portefeuilles peuvent réagir. J'ai quelque chose en tête aujourd'hui de plutôt psychologique, c'est qu'aujourd'hui, on a une BCE qui a non pas un léger retard, parce que ça ne se juge pas évidemment uniquement au timing, mais qui a un niveau de cycle légèrement décalé, on en a souvent parlé ensemble, qui a aujourd'hui les mains un peu moins libres, encore une fois vu l'hétérogénéité, pour augmenter les taux de manière aussi prompte que la BCE. Que la Fed, oui. Que la Fed, pardon, excusez-moi. Évidemment, en cas de récession non prévue, il est clair que les marges de manœuvre sont bien moindres. Je vais à la conclusion directement. Aujourd'hui, on réalloue nos portefeuilles. J'allais pas dire massivement, ce serait bien trop fort, mais on resurpondère les États-Unis, ce que l'on ne faisait pas depuis quasiment 1 an et demi, vous le savez.
ça nous ramène à l'euro-dollar. Enfin, ce que nous dit l'euro-dollar, c'est aussi qu'il y a plus d'intérêt pour le dollar que pour l'euro à ce stade. Et ça se voit à travers ce type de décision d'investissement. Donc s'il faut avoir encore des actions, et il faut avoir encore des actions, c'est ce que j'entends, Kevin, il faut aller peut-être un peu plus vers la partie américaine. Pour le reste, comment on protège les portefeuilles ? Au cours du premier semestre, qui a été très marquant, et ce qui fait que ce premier semestre est historiquement douloureux pour les investisseurs, c'est qu'il n'y avait pas de refuge. Ça baissait sur les actions et ça baissait également sur les obligations sans risque. Il n'y avait pas d'actifs sans risque qui permettaient de couvrir les portefeuilles. Et parfois, on a perdu même plus d'argent sur des indices sans risque souverains que sur des segments spécifiques du marché action. Est-ce que c'est un schéma qu'on garde en tête pour la deuxième partie d'année, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de refuge encore à ce stade sur les marchés, ou est-ce que les choses ont évolué ? Est-ce qu'on a une forme de capitulation peut-être des investisseurs sur de l'obligataire souverain sans risque américain qui permettrait de retrouver de l'intérêt relatif, au moins pour cette grande classe d'actifs que sont les treasuries ou les obligations souveraines en général ? Je vais faire un constat, encore une fois, vis-à-vis de notre métier, qui est de la gestion privée. Ouais. On n'a pas aujourd'hui de contraintes, nous, en termes d'exposition, en termes d'investissement. Donc, c'est la vraie différence qu'on va faire. Ouais. Le point aujourd'hui, c'est que majoritairement dans nos portefeuilles, c'est action ou cash. Là aussi, je schématise beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on reste cash dans nos positions liquides, entre guillemets. Et il nous semble que le risk-reward sur les treasuries américains, typiquement, n'est pas atteint. En tout cas, n'est pas satisfaisant pour nous. Le point, est-ce qu'il y a une capitulation ? Ça, je suis assez incapable de vous le dire, je vais être très franc, puisqu'aujourd'hui, les zones qui vont aller driver finalement les treasuries, notamment celles qui nous intéressent, c'est-à-dire à plus de 2 ans, globalement, sont des zones autant psychologiques, on va dire, d'assurance justement récessive, que potentiellement, évidemment, du différentiel, enfin du taux pur. Ouais. Donc le point aujourd'hui, c'est que je mets ça de côté. Si on veut avoir du treasuries aujourd'hui en portefeuille, si on devait en avoir, qu'est-ce que je vais regarder, vu les positions dollars majoritaires qu'on a dans nos portefeuilles, c'est évidemment des couvertures dans ce cas-là. Ouais. Couvrir aujourd'hui, c'est spot plus 280 bips sur du 1 an. Ça doit être même encore à 150 bips, ou 180 d'ailleurs, sur du 6 mois. Donc évidemment, pour moi, le risk-reward n'est pas intéressant, d'autant plus que le sens aujourd'hui de notre scénario, c'est qu'on a quand même encore un moment de hausse de taux qui est encore, j'allais dire, ancré pour un minima 6 mois. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer, notamment des taux longs. Je mets le taux long à 2-5 ans, on va le faire débuter ici. Des taux longs aujourd'hui décroîtent très fortement. Et j'ai même envie de vous dire, je ne le souhaite pas, puisque si c'est le cas, ça veut dire que notre scénario de récession s'est potentiellement amplifié. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, une baisse de taux, c'est à mon avis, on achète de la récession. D'accord. Donc le cash, j'allais dire, produit à peu près le même effet dans les portefeuilles pour vous, pour votre clientèle privée En tout cas, on veut s'éviter évidemment la porte de saloon, comme on dit habituellement. En tout cas, on veut s'éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Je ne crois pas qu'il soit utile aujourd'hui de rajouter un risque avec des durations en portefeuille obligataire, même souveraines, puisqu'il faudrait les couvrir. Et à ce moment-là, en réalité, on va chercher très peu de rémunération pour un risque potentiel de se prendre les pieds qui est assez important. On va s'éviter ça. Est-ce qu'on retrouve de l'intérêt en termes de diversification, peut-être, du côté de la sphère émergente, plus précisément peut-être du côté de la sphère asiatique, plus précisément encore peut-être du côté de la sphère chinoise, Kevin ? J'ai l'impression d'être toujours dans le non. Aujourd'hui, j'en suis navré, Grégoire. Alors, je vais vous le dire en 2 temps. C'est ce que l'on dit à nos clients aujourd'hui. On était positif Chine depuis beaucoup d'années, beaucoup de trimestres. On s'est arrêté, on a vendu les positions en 2021. Et en 2021, quand on l'a fait au lendemain du Nouvel An chinois, on s'est dit ça va durer 3 à 6 mois. Très optimiste. Ouais. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on n'arrive pas à y revenir. Donc en 2 temps, est-ce qu'à moyen terme, on apprécie la Chine ? Oui, beaucoup, avec quelques conditions, notamment, j'allais dire, un environnement de normes qui se stabilise. On ne va même pas parler de politique, on va juste parler d'environnement de normes, on en a besoin. Mais évidemment, est-ce que le marché m'intéresse ? Oui, c'est un marché où il y a une inflation moindre, si ce n'est contrôlée. Il y a une banque centrale qui a des moyens, il y a des autorités budgétaires qui ont les moyens, c'est assez rare pour être noté, et des données économiques qui repartent. Et pourquoi c'est pas maintenant alors ? À court terme, je crains, entre guillemets, le faux semblant. Aujourd'hui, le redémarrage des données économiques, c'est des redémarrages manufacturiers de niveau de production. En réalité, ces redémarrages-là, ce sont plutôt des effets de base par rapport à des niveaux de confinement. C'est la même chose de notre point de vue sur un rallye chinois iShares. On est plutôt, de mon point de vue, à un pur retour à la moyenne que dans un bull market. La question qui se pose aujourd'hui, pour rester très cohérent avec ce que je vous disais au début, c'est
On a vendu nos positions il y a un an en jugeant que l'économie n'était plus ni robuste ni fiable. En tout cas, qu'elle l'était beaucoup moins. Lorsque l'on regarde les données aujourd'hui, services immobiliers, ce sont 2 zones, encore une fois, qui en Chine, ne sont pas en croissance sur un an glissant. Je ne parle même pas d'un effet mensuel. Donc de ce point de vue-là, les données ne se sont pas améliorées. Et surtout, j'allais le dire, dans un environnement très mondial que l'on doit regarder aujourd'hui, le marché émergent, de mon point de vue, reste un marché de flux. Le marché chinois est émergent, donc un marché de flux. Et donc aujourd'hui, vu tout ce que l'on se dit, je suis peu convaincu que les flux, même s'ils sont présents et positifs, soient de nature à booster très largement les valeurs chinoises par rapport aux valeurs typiquement américaines. Donc ce n'est pas du tout un effet négatif, c'est un effet de se dire, est-ce qu'on a envie de renforcer les quelques positions qui nous restent, historiques, notamment de consommation chinoise? On n'est pas tech chinoise. La réponse est non. Aujourd'hui, ça nous semble un peu trop tôt et le starter n'a pas encore été tapé. Bon, on aura une série de données chinoises en fin de semaine. Alors, le PIB T2 qui sera un mauvais trimestre avec les confinements et le durcissement de la politique sanitaire, mais on aura également les données spécifiques du mois de juin en matière de production industrielle, de consommation, d'investissement, etc., qui doivent normalement montrer, en tout cas en séquentiel, une amélioration, une réouverture. Oui, la réouverture doit se voir normalement dans quelques chiffres. C'est pas du négatif, c'est une prudence relative, vous avez entendu, absolument. Merci beaucoup, Kevin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui encore pour évoquer donc la situation des marchés et puis vos équilibres en matière d'investissement pour le compte de vos clients chez Avantgarde Investment. Kevin Lenouaille, directeur des investissements d'Avantgarde, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure de Smart Bourse. On se retrouve à 17h ce soir en direct sur Bismart.